Voici une anecdote amusante. Les scientifiques découvrent plus de 150 nouvelles espèces vivant dans les profondeurs marines chaque année. Mais que se passerait-il si l'une d'entre elles contenait un parasite capable de contrôler l'esprit et de mettre fin à toute vie sur la planète, hein? Ce banal voyage d'études tourne à une bataille à mort lorsqu'ils sont attaqués par une méduse géante luminescente qui utilise les corps humains pour se reproduire. Et à la fin, ils seront obligés de faire ce qu'il faut pour survivre. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez probablement faire et comment battre le parasite des profondeurs dans Sea Fever. Cette fille va bientôt regretter d'être sortie de l'école. Siobhan est étudiante en biologie marine et s'intéresse particulièrement à la vie sous-marine. C'est une introvertie qui préférerait passer toute sa carrière dans un labo. Mais aujourd'hui, son prof lui demande de partir en stage sur le terrain. Et rien ne pouvait la préparer à ce qu'elle va découvrir. Arrivée au quai, elle est accueillie par Johnny, un matelot qui l'aide à porter ses bagages et lui souhaite la bienvenue à bord du navire. Après l'avoir présentée au vrai boss Freya et à son mari Gérard, il la laisse s'installer pendant que l'équipage prépare le voyage. En discutant avec Freya, la jeune fille explique de la manière la plus geek possible que c'est une scientifique venue pour prendre des photos de tout ce qu'ils pêcheront. Mais que dans le cadre de son stage, elle va également devoir faire une petite plongée lorsqu'ils seront en mer. Quand elle enlève son bonnet, ils sont tous profondément contrariés de découvrir qu'elle est rousse, affirmant que sa présence à bord du navire attirera le mauvais œil. Mais ils ont déjà dépensé l'argent qu'elle a payé pour obtenir sa place, donc elle va devoir les accompagner, qu'ils le veuillent ou non. Le voyage commence plutôt bien, mais il ne faut pas longtemps avant que les gardes-côtes ne les avertissent qu'ils se dirigent droit vers une zone d'exclusion, ce qui signifie qu'ils vont devoir choisir un nouvel endroit pour pêcher. La nouvelle est certes frustrante, mais sachant qu'il n'aura jamais d'autre occasion de sauver son entreprise, Gérard décide de maintenir le cap initial sans en parler à personne. Mais comme vous devez probablement vous en douter, ce sera sa plus grosse erreur. Ok, bon, quelqu'un doit renvoyer ce gars dans une académie nautique, parce qu'il est sur le point de tous les faire tuer. Il a tellement besoin d'argent qu'il les emmène droit dans une zone d'exclusion. Mais s'ils ne font pas gaffe, ils pourraient finir par être exclus du reste de leur vie. Alors, une zone d'exclusion, c'est une zone où les bateaux civils n'ont pas le droit d'entrer. Et ça peut être pour des raisons de sécurité, environnementales ou même militaires. Dans ce cas précis, les gardes-côtes ont déclaré que la zone était interdite d'accès en raison de la présence de baleines et de leurs baleineaux. Mais s'il décide de poursuivre son chemin, les baleines ne seront pas les seules à être en danger. Cette expédition les emmène à plus de 320 km des côtes, ce qui les place dans une zone où seuls d'autres grands navires, des avions ou des équipes d'intervention d'urgence pourraient réellement les secourir. Mais comme il s'agit d'un navire de pêche commercial opérant à plus de 40 km des côtes, la législation britannique lui impose d'être équipé d'une balise radio de localisation d'urgence ou EPIRB, qui envoie automatiquement un signal de détresse avec ses coordonnées exactes si le navire venait à couler. S'ils étaient en situation d'urgence mais respectaient toutes les mesures de sécurité appropriées, les gardes-côtes pourraient les rejoindre en moins de 2 heures, voire plus rapidement selon les conditions. Mais comme Gérard a décidé de les mettre délibérément hors circuit, cachant leur emplacement à ceux-là même qui étaient censés les secourir, ils pourraient devoir attendre plus de 24 heures avant d'être retrouvés. Et si leur balise est endommagée, ils pourraient même ne jamais être retrouvés. En tant qu'étudiante qui essaie simplement d'obtenir son diplôme, Siobhan n'a pas signé pour courir un aussi grand risque. Le seul problème, c'est qu'elle n'a aucune raison de soupçonner Gérard d'être capable d'une chose pareille. Elle ne va donc pas passer son temps à vérifier son GPS. Cependant, pour recueillir ces données, elle utilisera probablement un outil de cartographie marine qui enregistre l'heure et sa position. Donc en prêtant attention à ces coordonnées, elle pourrait remarquer la différence entre leur position réelle et leur itinéraire approuvé. Aussitôt qu'elle s'en rendra compte, je me tournerai directement vers sa femme Freya, puisque c'est elle la véritable capitaine du bateau. Et je l'avertirai que nous devons rejoindre un itinéraire plus sûr. Mais le temps que ces gens réalisent ce qu'il a fait, il sera déjà trop tard. Tard dans la nuit, le capitaine trouve la jeune fille assise seule sur le pont, et il lui demande de venir voir quelque chose à côté du bateau. En regardant par-dessus bord, elle voit l'eau briller d'une lumière bleue provenant du phytoplancton bioluminescent. Et le capitaine raconte une histoire du folklore irlandais à propos d'une femme nommée Niamkinor, dont les cheveux s'illumineraient pour créer ces lumières. Le lendemain matin, alors qu'ils commencent à douter de leur chance d'attraper du poisson, ils remarquent une famille de baleines qui nagent à côté de leur bateau. L'équipage y voit un bon signe, mais Siobhan pense que quelque chose ne va pas, dans la mesure où elle sait que les baleines ont tendance à se tenir loin des zones de pêche. À ce moment-là, le capitaine annonce qu'il s'approche d'un grand banc de poissons droit devant. Mais lorsqu'ils regardent à nouveau, ils se rendent compte que c'est en fait le banc qui se rapproche d'eux.
Tout à coup, le navire heurte violemment quelque chose d'énorme sous l'eau, projetant l'équipage et tout leur matériel dans les airs en s'arrêtant brusquement. L'ingénieur du navire, Omid, vérifie les dégâts et demande à la jeune fille de descendre pour jeter un œil à quelque chose. Et il lui montre plusieurs excroissances étranges qui ont commencé à apparaître sur la coque. Ne sachant pas trop ce qu'elle regarde, elle se penche pour voir de plus près et touche une de ses marques avec son crayon, ce qui fait couler un mystérieux liquide bleu. Alors là, ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant, mais ils ont tous les deux le sentiment que c'est mauvais signe. Et la vérité, c'est que leurs problèmes ne font que commencer. Pour aggraver les choses, Freya n'arrive même plus à faire avancer le bateau, les laissant en rade en pleine mer. Inquiète, elle essaie d'appeler les gardes-côtes, mais leur radio a été endommagée dans l'accident. Et quand elle regarde le GPS, elle se rend compte que son mari les a conduits directement au cœur de la zone d'exclusion. Lorsqu'elle examine de plus près la substance visqueuse bleue qui s'écoule de l'excroissance, la jeune fille se précipite dans la cambuse pour prendre une cuillère et prélever un échantillon pour ses recherches. À ce moment-là, il y en a suffisamment pour faire un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée bleue. Et quand le capitaine descend pour voir ce qui se passe, il marche sans s'en apercevoir dans une flaque de cette substance gluante qui recouvre à présent le dessous de sa chaussure. Il plonge son doigt dans la substance et commence à retirer des morceaux de bois pourri, jusqu'à ce qu'il découvre enfin ce qui se trouve de l'autre côté. Une bouche rouge répugnante que la jeune fille soupçonne d'être une espèce inconnue de balane. Quoi qu'il en soit, quelqu'un va devoir se mettre à l'eau et les détacher de la coque du bateau. Et c'est là qu'il rappelle à Siobhan qu'elle possède non seulement un équipement de plongée, mais qu'elle doit également faire une plongée pour son doctorat. Elle a peur que ce soit dangereux, mais la recherche d'espèces inconnues est littéralement son métier, et elle n'a donc pas d'autre choix que de se mettre à l'eau et de vérifier par elle-même. Ok, c'est vraiment une très mauvaise idée, et qu'elle devienne ou non biologiste marine, Siobhan doit faire attention. Il pense que ce qu'il voit est une espèce de balane. Mais plutôt que des excroissances marines passives, les indices semblent indiquer qu'ils sont la proie d'un prédateur très évolué et extrêmement grand. Quand ils ont repéré la créature sur leur sonar, elle était loin. Mais elle a rapidement réduit la distance avant de percuter intentionnellement leur navire et de s'attacher à la coque. Pour moi, ça ne ressemble pas à une collision accidentelle. On dirait qu'ils ont été délibérément pris pour cible. Les véritables balanes sont des organismes filtreurs, mais ces créatures ont des parties buccales radiales qui les rapprochent davantage des vers carnivores, des anémones de mer ou des lamproies, ce qui indique qu'ils se nourrissent par succion et par morsure. De plus, le sonar semble indiquer qu'il ne s'agit pas simplement d'un grand groupe de créatures individuelles, mais qu'elles sont toutes reliées à un corps massif et que, quelle que soit sa nature, celle-ci est suffisamment puissante pour maintenir en place un bateau de pêche de plusieurs centaines de tonnes, ce qui signifie qu'il pourrait facilement dominer un petit être humain en combinaison de plongée. Il est donc absolument hors de question que je me mette à l'eau sans savoir d'abord à quoi ils ont affaire. Cela dit, en tant qu'étudiante en biologie marine travaillant sur son doctorat, elle est en fait mieux placée que quiconque pour comprendre ça. À tel point que je commencerai par en apprendre autant que possible depuis la sécurité du navire. Tout d'abord, j'observerai attentivement les sécrétions bleues sous son microscope et je vérifierai si elles réagissent à la chaleur, à la lumière ou aux vibrations. J'exposerai également la balane elle-même à des changements de concentration en sel et à des courants électriques. D'une manière générale, nous savons que les organismes marins des profondeurs sont extrêmement sensibles aux changements de leur environnement. Par conséquent, à force d'essais et d'erreurs, ils devraient pouvoir utiliser les faiblesses naturelles de la créature pour la déloger depuis l'intérieur du navire, soit en l'attaquant directement par un stimulus nocif, soit en l'attirant avec un appât plus appétissant. Pendant qu'elle étudiera son comportement, les autres devraient rapidement s'efforcer de boucher tous les nouveaux trous creusés par les balanes, parce qu'il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que ces trucs ne rongent le navire et ne s'y introduisent. Ils devraient également nettoyer soigneusement l'étrange mucus bleu tout en évitant autant que possible tout contact direct avec lui, puisqu'ils ne sont toujours pas en mesure de déterminer les effets qu'il pourrait avoir. Après avoir enfilé son équipement, elle plonge dans l'eau trouble et retourne vers le navire. Mais ce qu'elle y découvre est encore plus étrange qu'elle ne l'aurait imaginé. Plusieurs longs tentacules lumineux s'accrochent au flanc du navire. Elle utilise son couteau pour en détacher un. Mais Omid frappe rapidement sur la coque depuis l'intérieur, l'avertissant que le retirer laisserait l'eau s'engouffrer dans le navire. Tout à coup, plusieurs autres tentacules apparaissent derrière elle et s'élancent vers elle avec une bouche en forme d'étoile pleine de dents semblables à des crochets. Quand elle regarde vers le bas, elle se rend compte qu'ils sont tous reliés à une créature géante bioluminescente qui ne ressemble à rien de ce qu'elle a déjà vu. Mais elle parvient à remonter à la surface avant que l'animal n'attaque à nouveau, et elle remonte vers la sécurité du bateau. Une fois à bord, la jeune fille fait de son mieux pour expliquer ce qu'elle a vu, leur disant que ça ressemblait à une sorte d'énorme méduse ou de cnidaire.
Au lieu de réagir avec inquiétude, le capitaine y voit immédiatement une occasion de gagner beaucoup d'argent. Et il dit à l'équipage de jeter les filets dans l'espoir d'attraper ce monstre et de le ramener à la maison. Nerveuse, elle leur dit qu'ils devraient appeler les secours. Mais Freya la rassure en lui expliquant que tout devrait bien se passer, puisque les calmars ne supportent pas la pression qui règne près de la surface, et que l'animal devrait lâcher prise dès qu'ils commenceront à le remonter. Ils semblent tous convaincus que ça va marcher. Mais quand ils commencent à remonter les filets, leur équipement commence rapidement à souffrir sous le poids de l'énorme créature. Déterminé à ne pas laisser passer sa chance, le capitaine leur ordonne de continuer. Mais il finit par admettre que c'est inutile, et ils décident d'abandonner avant de détruire complètement leur machinerie. Au milieu de toute cette agitation, Johnny est si distrait qu'il se coince accidentellement la main dans le treuil. Il hurle de douleur et crie à la jeune fille de libérer le frein. Mais elle reste figée sur place jusqu'à ce qu'Omid finisse par l'arrêter, ce qu'il sauve avant que la situation ne s'aggrave. Ok, ce plan a coulé plus vite que le Titanic, et essayer d'attraper cette chose l'a probablement énervé encore plus. Mais grâce à ce que Siobhan a vu lors de sa plongée, ils ont au moins une meilleure idée de ce à quoi ils ont affaire. La jeune fille l'a décrit comme un cnidaire des profondeurs, le classant dans la même catégorie que les créatures aquatiques gélatineuses telles que les méduses et les anémones de mer. Ces animaux n'ont pas de cerveau central ni de réseau nerveux, ce qui les prive de toute capacité de réflexion intelligente. Au lieu de ça, ils chassent en réagissant rapidement et instinctivement aux stimuli environnementaux. Et comprendre tout ça nous permet en fait de manipuler leur comportement. En tant que cnidaire, la créature est programmée pour réagir à des signaux spécifiques tels que les vibrations, la chaleur, l'activité électrique et les signatures biochimiques. Donc s'ils parviennent à mettre en place le bon leurre, ils pourraient la tromper et lui faire lâcher prise. Pour ma part, j'installerai une bouée qui produit ses propres vibrations et signatures thermiques dans l'eau. Puis, je la jetterai par-dessus bord pour faire diversion et j'attendrai que la créature relâche son étreinte pour aller inspecter sa nouvelle proie avant d'accélérer. Le seul problème, c'est que cette créature semble préférer les proies de grande taille et il se peut que le navire ne dispose pas d'éléments suffisamment volumineux pour attirer son attention. Si tel est le cas, il faudra adopter une approche plus directe. Aussi intimidant soit-il, les tentacules exposés qui s'agrippent au navire sont également sa plus grande faiblesse. Les cnidaires absorbent les nutriments essentiels par leur tissu mou, ce qui les rend incroyablement vulnérables aux changements de salinité et aux irritants chimiques. À l'aide d'une seringue ou de dispositifs d'injection improvisés, ils pourraient injecter des irritants tels que l'éthanol, du diesel, du carburant, de l'eau de javel ou d'autres produits chimiques de nettoyage directement dans le système de la créature, ce qui la perturberait au niveau cellulaire. Enfin, ça ne doit pas nécessairement être suffisant pour la tuer, mais juste assez pour qu'elle décide que le bateau ne constitue plus une cible viable. Vous voyez, en mode « j'ai plus faim ». Sinon, j'essaierai ensuite d'utiliser l'électricité contre elle. Soit en déployant un courant à haute tension directement sur les parties de la coque où la créature s'est accrochée, soit en utilisant une grue de pêche pour larguer un baril métallique relié à une batterie directement sur son tronc central, afin de la désorienter ou de l'endommager suffisamment pour la forcer à battre en retraite. Si tout le reste échoue, il n'y a qu'une seule autre idée qui pourrait fonctionner. Cette zone est censée être interdite d'accès à cause des baleines. Donc, si la créature les chasse comme principale source de nourriture, elle a peut-être attaqué le navire par erreur. À l'aide de leur sonar, ils pourraient reconfigurer l'appareil pour qu'il émette des sons avec des impulsions qui imitent étroitement les clics des baleines, dans le but d'attirer un groupe de cétacés dans la zone. Après ça, ils pourront se détendre et laisser la nature suivre son cours en utilisant les baleines comme bouclier de viande pendant qu'eux s'échapperont. Une fois qu'ils se sont retirés, Siobhan inspecte la scène de l'accident et découvre que l'étrange bout bleu recouvrait toute la ligne. Mais c'est alors qu'elle remarque quelque chose d'encore plus important. Elle aperçoit un autre bateau en train de naviguer au loin. Le capitaine pense qu'il pourrait peut-être attraper le calmar, mais il ne se rend pas encore pleinement compte du danger dans lequel il se trouve. Ils n'ont pas de radio pour les contacter, et étrangement, l'autre navire ne répond pas lorsqu'il lance une fusée de détresse. Il décide donc d'envoyer une équipe pour aller voir. À bord d'une barque, le capitaine, Johnny et la jeune fille se dirigent nerveusement vers le mystérieux bateau et ils montent à bord. Mais ce qui est étrange, c'est que personne ne vient leur demander ce qu'ils veulent. Ils fouillent le pont, mais ne trouvent aucun signe de l'équipage du navire. Et la jeune fille est choquée de découvrir qu'ils ont intentionnellement détruit leur radio. Inquiets, ils descendent sous le pont à la recherche de signes de vie. Mais le bateau est aussi silencieux qu'un cimetière. Plus ils s'enfoncent dans ce silence inquiétant, plus ils entendent le son faible d'une musique provenant du fond de la cambuse. Et au détour d'un couloir, la jeune fille est confrontée à la scène la plus traumatisante qu'elle ait jamais vue. Assis à table, ils trouvent les restes de l'équipage, tous morts de causes qui ne sont assurément pas naturelles. L'un d'entre eux a même eu les globes oculaires arrachés de son crâne.
Horrifiée, elle demande au capitaine ce qui s'est passé, mais la seule explication qu'il trouve est qu'ils ont dû devenir fous suite à la fièvre des mers. Et pour éviter que les autres ne paniquent, il leur ordonne de ne pas en parler lorsqu'ils retourneront à leur navire. Ok, ces trois-là sont naturellement choqués par ce qu'ils viennent de voir, mais ils peuvent tout de même tirer parti de ce bateau abandonné de plusieurs façons. Leur petit canot est suffisamment petit pour ne pas attirer l'attention de la créature, ce qui signifie qu'ils pourraient faire autant d'allers-retours qu'ils le souhaitent en toute sécurité. Comme ils ne savent pas combien de temps ils vont rester coincés ici, la première chose que je ferais serait de fouiller le bateau à la recherche de ressources utiles, comme des conserves de nourriture, des bouteilles d'eau, des trousses de premiers secours, des armes, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'examinerai leur équipement radio. Même si les radios des deux bateaux sont cassés, il serait peut-être possible de récupérer des composants de chacune d'elles et de les combiner pour fabriquer une radio en état de marche qui leur permettrait d'appeler les secours. Après avoir fouillé le bateau à la recherche de toutes les ressources utiles, ils pourraient l'utiliser comme leur. Nous savons que la créature attaque les bateaux. Alors j'enverrai Omi des Sudis là-bas pour voir s'ils peuvent remettre en marche les moteurs de l'autre bateau, puis je couperai toute l'alimentation électrique de leur propre bateau afin qu'ils flottent en silence. S'ils s'y prennent bien, il y a de fortes chances que la créature détourne son attention vers sa nouvelle proie. Et lorsqu'elle lâchera prise, ils pourront laisser leur bateau dériver silencieusement aussi loin que possible avant de remettre les moteurs en marche et de foutre le camp. Mais même s'ils ne parviennent pas à tirer la créature vers le bateau, ils peuvent toujours utiliser le bateau lui-même comme un gigantesque signal de détresse, par exemple en y mettant le feu. Le meilleur moment pour le faire serait pendant la journée, afin d'être le plus visible possible depuis un avion volant à basse altitude. Avant de commencer, je prendrai autant de caoutchouc et de matière huileuse que possible sur leur propre navire et je m'en servirai pour créer le nuage de fumée le plus grand et le plus sombre possible. Je veux dire, le nuage devrait s'élever à des milliers de mètres dans les airs et être visible à une distance de 40 km dans de bonnes conditions. D'après les schémas habituels du trafic aérien dans cette partie de la côte irlandaise, ça leur donnerait au moins 15% de chance que quelqu'un les trouve, ce qui est bien mieux que ce dont ils disposent actuellement. Une fois de retour sur le bateau de pêche, Gérard essaie de faire comme si de rien n'était, expliquant vaguement que l'autre équipage ne peut pas leur apporter d'aide non plus. Mais à son grand soulagement, il découvre que la chose les a en fait lâchés pendant leur absence et qu'ils sont désormais libres de retourner vers le rivage. Ça semble être une excellente nouvelle, mais l'étudiante a toujours le sentiment qu'ils ne s'en tireront pas aussi facilement. Elle fait part de ses inquiétudes aux autres, expliquant que les animaux n'attrapent généralement pas une proie pour la lâcher ensuite sans raison. Et c'est à ce moment-là que le capitaine annonce qu'un autre gros objet se dirige vers eux. Il pourrait s'agir d'un banc de poissons. Il veut donc jeter à nouveau les filets. Et sachant qu'ils perdront leur bateau s'ils rentrent les mains vides, sa femme accepte à contre-cœur de le laisser essayer. Cette fois, lorsqu'ils remontent la ligne, ils sont soulagés de constater que les filets sont pleins de poissons et qu'ils vont finalement tous pouvoir être payés. Excités, ils rangent rapidement leur prise dans la cale. Mais pendant qu'ils travaillent, Johnny remarque qu'il est particulièrement fatigué et il décide d'aller se coucher pour se reposer. Une fois qu'ils ont enfin un moment pour parler en privé, Siobhan lui demande ce qu'il pense au sujet de l'autre bateau. Mais il répond que c'est effrayant et que ça arrive tout le temps quand on est en mer, la convainquant de ne pas trop y penser. Elle range son ordinateur et ils s'apprêtent à s'embrasser pour la première fois lorsqu'ils sont interrompus par les deux autres qui disent à Johnny qu'on a besoin de lui dans la cuisine. Elle les rejoint un peu plus tard et remarque immédiatement que Johnny a l'air encore plus mal en point qu'avant. Mais il fait semblant que ce n'est rien et il dit qu'il a chaud parce qu'il sort encore de la douche. Alors que le groupe plaisante sur leurs aventures communes, Siobhan a vraiment l'impression de commencer à se faire des amis. Mais Johnny se lève tout à coup de table et annonce qu'il va nager. Perplexes, ils prennent tous un moment pour comprendre ce qui vient de se passer, avant de se lever et de se précipiter pour l'arrêter, le rattrapant juste au moment où il s'apprêtait à plonger dans l'eau noire comme de l'encre. Bizarrement, c'est comme s'il avait soudain perdu tout sentiment de sécurité. Il le ramène à la cambuse et les autres se demandent ce qui a bien pu lui passer par la tête. Mais ils n'auront pas à attendre très longtemps pour le découvrir. Ok, on dirait que Johnny a perdu la tête, et quand il y a un tentacule géant dans le tableau, ce ne sont pas les mots que vous voulez entendre. Il vient d'essayer de faire un plongeon depuis l'arrière d'un bateau en mouvement à une centaine de kilomètres de la côte en pleine nuit. Personne avec ne serait-ce que 2 neurones ne ferait une chose pareille, même pour impressionner la personne qui lui plaît. Et c'est un signe évident que ce gars n'a pas toute sa tête.
Le capitaine appelle ça Sea Fever, ou fièvre des mers, et c'est pas seulement parce que c'est le titre du film. Ce qu'il décrit est un nom familier donné à un état réel qui fait que les marins perdent progressivement la raison lors de longs voyages en mer. La combinaison de l'isolement, de la claustrophobie et du manque de sommeil peut vous pousser à faire des choses complètement dingues. Mais Johnny ne se contente pas d'agir de manière étrange, il montre aussi des signes d'épuisement et de fièvre, ce qui signifie qu'il est clairement malade. La première chose à faire est de le mettre en quarantaine dans une partie sécurisée et bien ventilée du navire et de désigner 1 ou 2 membres d'équipage pour le surveiller à intervalles réguliers. C'est pas seulement pour sa propre sécurité, c'est aussi au cas où son état serait contagieux, afin d'éviter qu'il ne contamine le reste de l'équipage. Pendant que les autres décontamineront toutes les surfaces avec lesquelles il a été en contact, Siobhan devra traiter sa fièvre avec des serviettes humides pour le rafraîchir, du Tylenol ou de l'ibuprofène et beaucoup d'électrolytes, parce qu'ils vont devoir le maintenir en vie pendant plusieurs jours avant d'atteindre la côte. Mais dans tout ce chaos, elle oublie accidentellement un détail très important. Johnny a commencé à présenter ses symptômes après s'être coupé la main avec le câble recouvert de la substance. Si Siobhan l'avait remarqué, elle aurait pu examiner de plus près son échantillon de slime bleu à l'aide de son microscope numérique et rechercher la présence de parasites ou de champignons. Elle aurait ensuite pu les comparer à un échantillon de salive ou de sueur de Johnny pour voir si c'était la cause de la maladie. Découvrir ce qui le rend vraiment fou est le seul moyen de lui prodiguer le traitement approprié. Mais dans quelques instants, tomber malade sera le moindre de ses soucis. Progressivement, Johnny commence à reprendre ses esprits, mais alors qu'il revient à lui, il se plaint d'une démangeaison désagréable dans les yeux. Siobhan s'approche pour mieux voir à l'aide de sa lampe torche, et elle est horrifiée de découvrir une sorte de minuscule larve en train de flotter dans sa pupille. Il se lève et titube jusqu'à l'évier, tandis qu'en bas, Sudi est en train de prendre sa douche. À ce moment-là, il se met à hurler de douleur et dit qu'il est complètement aveugle. Mais tout à coup, ses globes oculaires explosent littéralement hors de sa tête, envoyant du sang et des centaines de minuscules créatures ressemblant à des têtards directement dans le siphon. Les autres se précipitent pour l'aider, essayant de maintenir la pression sur les blessures, mais il perd trop de sang et succombe rapidement à ses blessures. Ça fait donc 1 mort et il en reste 6. Abasourdis, ils ne peuvent que rester là à se demander ce qui vient de se passer. Et la jeune fille leur dit de venir dans le couloir pour leur expliquer ce qu'elle a vu. Quand elle leur parle des parasites, ils se souviennent d'un coup que Sudi est toujours sous la douche. Et ils se rendent compte que si les créatures pénètrent dans les tuyaux, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne l'infecte à son tour. Omid se précipite pour l'avertir. Il frappe à la porte en lui disant de couper l'eau. Mais l'homme pense qu'il s'agit d'une blague et refuse de les écouter, malgré leurs supplications. Freya finit par couper l'arrivée d'eau, mais quand il regarde en direction de la pomme de douche, Sudi est soudain frappé en plein visage par un jet de jus de tétard. Et lorsqu'ils parviennent enfin à entrer, ils le trouvent recroquevillé sur le sol, couvert de sang et de la mystérieuse substance bleue. Le cœur brisé, les autres descendent le corps de Johnny dans la cale, tandis que la jeune fille cherche une explication dans ses manuels. Mais rien ne parvient à la distraire de son chagrin. Ils sont encore loin de chez eux, et maintenant que les parasites ont pénétré dans leur système de filtration, un tout nouveau problème se pose, parce qu'ils ne tiendront pas longtemps sans eau potable. Ça signifie qu'ils ont déjà pénétré dans le réservoir principal du vaisseau. Alors, ils coupent l'arrivée pour les piéger à l'intérieur. Mais c'est alors que Siobhan suggère d'ouvrir le couvercle, affirmant qu'un meilleur aperçu pourrait l'aider à comprendre à quoi ils ont affaire. Ensemble, ils ouvrent lentement le couvercle pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Mais dès qu'ils le font, les têtards se mettent à sauter pour les attaquer. Omid écrase l'un d'entre eux qui a bien failli s'échapper. Siobhan suppose qu'il s'agit d'une sorte de larve, mais elle n'a toujours aucune idée de l'espèce à laquelle elle pourrait appartenir. Elle explique que le problème devrait se résoudre de lui-même, parce que s'il s'agit de larves d'eau de mer qui tentent de survivre en eau douce, elles devraient toutes mourir en quelques heures. Ça les ramène à Sudi, qui a peur d'être infecté lui aussi. Son ami veut savoir pourquoi ils ne peuvent pas obtenir d'aide de l'autre bateau, ce qui oblige le capitaine à enfin admettre que tout le monde à bord était mort. Il met tout ça sur le compte de la fièvre des mers, et il décide de se concentrer sur ce qu'ils peuvent réellement contrôler. Et il ordonne à tout le monde de retourner à ses tâches sur le bateau, envoyant la jeune fille prendre le premier quart à la vigie. Ok, eh bien la situation ne fait qu'empirer, et même s'il navigue dans l'océan Atlantique, le capitaine vit clairement encore dans le déni. Le problème, c'est qu'ignorer ce parasite exotique ne le fera pas disparaître.
À moins qu'ils ne veuillent tous finir comme Johnny, ils vont devoir se concentrer sur leur survie. Je veux dire, la première chose qu'ils devraient faire est de mettre immédiatement Sudi en quarantaine dans une partie sécurisée du navire et de limiter leurs interactions avec lui au strict minimum. Ils n'ont pas assez d'informations, de temps ou d'équipement pour le guérir complètement, mais ils peuvent essayer de ralentir le processus. Nous savons que les parasites ont besoin de conditions très spécifiques dans le corps pour se reproduire. Ils doivent donc commencer par modifier l'environnement interne de Sudi. Ils pourraient par exemple le traiter avec une solution saline ou un mélange d'eau salée afin d'augmenter légèrement la salinité de son sang et forcer l'eau à sortir des cellules parasitaires par osmose, ce qui les déshydraterait et les ferait mourir. J'essaierai également d'utiliser l'induction thermique en augmentant légèrement sa température corporelle. En effet, lorsque vous avez de la fièvre comme Johnny, ce n'est pas un symptôme de maladie, mais plutôt une réponse défensive délibérée de votre système immunitaire visant à combattre les infections. Il pourrait ainsi ralentir ou tuer les parasites avant qu'ils n'aient la possibilité de continuer à se propager. Le plus important est d'empêcher les parasites d'atteindre ses yeux. Il faudrait donc appliquer une compresse d'eau salée sur la zone en utilisant la même stratégie, à savoir augmenter la salinité pour rendre les conditions autour de ces globes oculaires inhabitables pour les larves. Ensuite, tout ce qu'ils pourront faire, c'est continuer à le traiter avec des anti-inflammatoires et des antihistaminiques jusqu'à ce qu'ils puissent lui prodiguer de véritables soins médicaux. Omid s'inquiète maintenant de leur approvisionnement en eau, mais à 154 nautiques de la côte et en naviguant à une vitesse maximale de 12 nœuds, ils devraient pouvoir atteindre le port en une douzaine d'heures seulement, ce qui leur laisse largement le temps d'y arriver sans souffrir de déshydratation. Donc, au lieu de penser à autre chose, je me concentrerai sur le fonctionnement des moteurs afin qu'ils puissent rentrer chez eux le plus vite possible. Quelques heures plus tard, Omid la retrouve au poste de commande et il lui annonce qu'il est temps pour eux de vérifier la réserve d'eau. Il retourne sous le pont et ouvre nerveusement la trappe. Mais quand elle plonge un filet dans le réservoir, il est instantanément déchiqueté par les têtards encore en vie. Donc, pour l'instant, ils ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre et voir ce qui se passera. Le lendemain matin, l'équipage organise les funérailles de Johnny et il est clair que les autres ne tiendront pas beaucoup plus longtemps. Ils ont tous l'air gravement malades. Et alors qu'Omid s'apprête à démarrer les moteurs, Siobhan remarque que ses bottes sont encore couvertes de substances visqueuses bleues. Elle réalise alors qu'ils sont toujours exposés et se précipite vers son sac pour examiner les échantillons, réveillant Sudi au passage quand elle fouille dans son équipement. Mais en se frottant les yeux, il remarque que la pièce semble incroyablement sombre. Elle l'examine et constate qu'il saigne toujours. Et il se plaint que sa vue empire de plus en plus. C'est la même chose que ce qui est arrivé à son ami. Mais pour le calmer, la jeune fille attribue ça à la perte de sang. Et elle le rassure en lui disant qu'il n'est pas infecté, même si elle n'en est pas certaine. En observant l'échantillon au microscope, elle découvre que les larves sont toujours vivantes dans la matière visqueuse et elle court immédiatement prévenir les autres qu'ils sont tous en danger. La seule façon d'éviter l'infection est de tuer les œufs avant qu'ils ne se propagent à d'autres personnes. Mais ce ne sera pas aussi facile qu'ils le pensent. Ils décident de commencer en faisant passer des désinfectants dans le système de purification. Mais Siobhan leur dit rapidement que ça ne suffira pas. Comme elle a besoin d'un nouveau plan, elle va voir Omid et lui demande s'ils ont des lampes UV à bord, expliquant que ça marche contre les larves d'autres espèces des profondeurs. Il n'en a pas sous la main, mais à l'aide de son téléphone portable, de quelques bandes de ruban adhésif et d'un marqueur violet, ils parviennent à créer un filtre UV de fortune. Le seul problème, c'est que ça n'a absolument aucun effet sur les larves. Frustrés, ils sont sur le point d'abandonner, mais c'est alors que la lampe lui donne une autre idée originale. Ils rassemblent tout le monde dans la cambuse et expliquent qu'ils veulent essayer d'utiliser l'électricité à la place, en recouvrant chaque centimètre carré du pont d'eau salée et en l'utilisant comme conducteur pour faire griller les œufs. Ils ne devraient courir aucun danger, à condition de porter tous des bottes en caoutchouc. Et Omid dit qu'il isolera les équipements importants avant qu'il n'envoie la charge. Une fois tout installé, Freya leur donne le feu vert. Et Siobhan met en marche le poste à souder à l'arc, puis place le fil dénudé dans l'eau. Le bateau grésille et crépite sous l'effet de l'électricité qui circule dans le pont inférieur. Après avoir laissé le courant agir pendant un certain temps, elle tend le fil à Omid, qui répète le même processus sur le pont au-dessus d'elle, achevant ainsi la dernière partie de leur plan. En vérifiant les échantillons, ils sont plutôt soulagés de voir que ça a fonctionné. Mais la jeune fille insiste sur le fait qu'ils ne peuvent toujours pas retourner à terre avant 36 heures, parce que c'est le temps qu'il a fallu pour que les symptômes de Johnny apparaissent. Furieuse, le capitaine dit que Sudi a besoin de soins médicaux immédiatement.
Mais Siobhan craint qu'il ne propage accidentellement cette étrange infection aux innocents spectateurs sur la terre ferme et que d'innombrables personnes ne soient tuées par la suite. À la recherche de soutien, elle descend sous le pont pour demander de l'aide à Omid. Mais à sa grande surprise, celui-ci est en fait du côté du capitaine. Et malgré tous ses efforts pour le raisonner, il refuse de l'écouter. Ok, Siobhan est peut-être bien un génie pour avoir imaginé ce plan consistant à électrifier le pont. Et la bonne nouvelle, c'est que leur bateau semble désormais débarrassé des parasites. Mais rester là-bas encore 1 jour et demi ne semble pas vraiment être la meilleure solution. Elle craint que les parasites ne se propagent aux personnes à terre. Mais le capitaine a raison quand elle dit qu'ils doivent emmener Sudi à l'hôpital et qu'ils sont à court de carburant et de provisions. Il doit donc y avoir un moyen de trouver un compromis et de les ramener en toute sécurité sans exposer qui que ce soit d'autre. Tout d'abord, je m'approcherai suffisamment du rivage pour que nous soyons clairement visibles. Mais je garderai tout le monde à bord du bateau au lieu d'accoster. Ensuite, ils devraient envoyer une fusée de détresse, puisqu'ils n'ont pas de radio pour communiquer de vive voix avec les gardes-côtes et leur signaler leurs problèmes. À l'approche des bateaux de sauvetage, ils pourraient utiliser le système de diffusion sonore de leur navire et brandir des pancartes avec des messages tels que « Attention » et « Infecté » pour avertir les secouristes à distance avant qu'ils n'entrent en contact avec eux. Une fois la situation expliquée, les équipes d'intervention pourront se préparer de manière appropriée en traitant toutes les personnes à bord comme un risque biologique de niveau 4 pendant 36 heures. Sudi a besoin d'un traitement médical immédiat. Il pourrait donc le transférer à terre à l'aide d'un bateau de quarantaine spécialisé, lui donnant ainsi accès à tous les soins nécessaires tout en minimisant le risque d'exposition pour toutes les personnes à terre. Quant aux autres, ils devraient rester ici sur le bateau comme Siobhan l'avait annoncé, tout en continuant à recevoir les soins de l'équipe de gestion des risques biologiques qui pourrait surveiller et traiter leur état de manière appropriée. C'est pas parce qu'elle ne parvient pas à trouver un remède toute seule que les soins médicaux ne seront pas utiles, et ça semble être le meilleur moyen d'augmenter leurs chances de survie, tout en restant prudent pour éviter de propager l'infection au reste du monde. Au fil des heures, la vue de Sudi ne cesse de se détériorer, jusqu'à ce qu'il finisse par perdre complètement la vue. Et bien que Kiara tente de le maintenir éveillé, il finit par succomber à l'infection, ce qui fait 2 morts, et il en reste 5. Après avoir descendu son corps dans la cale, ils organisent un autre enterrement pour leur camarade disparu. Mais la vue du capitaine est désormais si floue qu'il ne parvient même plus à lire la prière. En observant les autres, la jeune fille se rend compte que presque tous sont infectés, et elle insiste pour qu'ils restent en quarantaine sur le bateau. Mais le capitaine pique une crise et lui dit qu'ils vont débarquer. Voyant qu'ils ne l'écouteront pas, elle décide qu'il est temps de prendre les choses en main. Elle se faufile à l'arrière du bateau et jette délibérément une des cordes dans l'hélice, provoquant l'arrêt complet du navire. Omid, qui a tout entendu depuis la cuisine, ramène la jeune fille à l'intérieur pour qu'elle s'explique. Et après avoir appris qu'elle a délibérément saboté le bateau, la tante de Johnny la gifle violemment. Les autres sont tout aussi bouleversés, mais elle refuse de les laisser débarquer avant que suffisamment de temps ne se soit écoulé, affirmant qu'ils ne peuvent pas risquer de propager l'infection au reste du monde. Réalisant peu à peu qu'elle a raison, le capitaine décide qu'elle veut savoir qui est infecté, et elle lui demande de vérifier les yeux de tout le monde pour détecter toute présence de larves. Elle commence par Omid, qui semble être en bonne santé. Puis, il vérifie l'étudiante, qui semble également hors de danger. Kiara est la suivante, mais on ne trouve aucun signe de maladie. Et il semble que le capitaine soit également en bonne santé. Il ne reste plus que Gérard, mais d'après ses symptômes, Siobhan peut déjà dire qu'il est porteur du parasite. Prenant la lampe torche, le capitaine vérifie par elle-même. Et comme on s'en doutait, elle aperçoit les larves qui flottent dans le corps de son mari. Réalisant qu'il est fichu, il avoue enfin à tout le monde qu'il les a fait dévier de leur itinéraire. Et à ce stade, les équipes de secours ne savent même pas où ils se trouvent. Ok, je sais pas ce qu'il en est du parasite, mais quelqu'un a clairement chopé une épidémie de stupidité aiguë. Siobhan est passée du statut d'héroïne à celui de la méchante de l'histoire en un seul geste idiot. Mais elle n'est pas la seule à blâmer. Après tout, il ne serait pas dans cette situation s'il n'y avait pas eu ce capitaine autoproclamé. Et c'est pour ça que vous avez tous les deux merde. Commençons par toi, Dr. Doofenshmirtz. Même si on dirait que ton doctorat va devoir attendre, tu as peut-être été surprise de te prendre un pain dans la figure. Mais je suis plutôt d'accord avec mamie ici. Elle a juste fait ce que tout le monde voulait faire. Et malheureusement, je dois dire que son coup de poing était tout à fait justifié. Je me fiche de savoir quel est le problème. La solution ne consistait certainement pas à se laisser intentionnellement coincer au milieu de l'océan sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Et ta décision de prendre leur vie entre tes mains sans donner à personne d'autre le choix était clairement une décision stupide.
Mais ne crois pas que je t'ai oublié, Gérard, parce que, comme je l'ai déjà dit, nous n'aurions même pas cette conversation si tu n'avais pas pris une série de décisions désastreuses. Et rien ne fait sombrer une entreprise plus rapidement que de voir tous ses employés infectés par des parasites jusqu'alors inconnus. Tout ce que tu avais à faire, c'était de changer de cap pour aller pêcher ailleurs. Mais désormais, tout le monde va devoir payer le prix de ta mauvaise gestion financière. Et il semble que ça va leur coûter beaucoup plus que quelques salaires en retard. J'espère qu'ils ont profité de leurs yeux tant qu'ils les avaient, parce que vous avez sérieusement merdé. La nouvelle ne passe pas bien auprès des autres, et tout le monde se précipite vers différentes parties du bateau, ne laissant que Kiara et Siobhan seuls dans la cambuse. Après un moment, la femme s'approche d'elle comme pour s'excuser de son accès de colère, mais elle attrape subitement la jeune fille par la gorge et commence à l'étrangler. Elle réussit à se dégager et se précipite hors de la pièce pendant que la vieille femme lutte pour reprendre ses esprits. Mais la rage reprend le dessus. Et elle recommence à l'attaquer, la poursuivant jusqu'à l'échelle. Elle attrape la cheville de la jeune fille et tente de la faire tomber, ce qui la force à donner des coups de pied pour se libérer. Et après avoir perdu prise, la vieille femme chute accidentellement vers une mort certaine sur le sol métallique impitoyable en contrebas. Ce qui fait 3 morts, et il en reste 4. Quand ils arrivent au pied de l'échelle où gît le corps, ils voient juste à temps un des parasites tomber de l'œil de la femme, ce qui prouve qu'elle était bien infectée. Pendant ce temps, dans la chambre, Gérard s'excuse auprès de sa femme de les avoir mis dans cette situation. Et sachant que l'infection va bientôt le tuer, il lui demande de le faire à la place. Siobhan court prévenir le capitaine et la trouve en pleurs après avoir accompli la dernière volonté de son mari. Mais la femme décide qu'elle en a assez et elle déclare qu'elle va prendre le canot pour rejoindre la côte. Choquée, Omid tente de lui expliquer que c'est extrêmement dangereux, mais ils ne peuvent rien faire pour l'en empêcher, et elle s'éloigne dans l'obscurité pour ne jamais réapparaître. Ça fait 5 morts, et il n'en reste plus que 2. Pendant un moment, tout redevient calme sur le bateau, jusqu'à ce que dans le réservoir d'eau principal, quelque chose de gros commence à frapper contre le couvercle. Quand ils entendent ça, ils descendent pour voir d'où vient le bruit, et sont surpris de découvrir qu'une des créatures est encore vivante. Ils ont besoin d'un nouveau plan, alors ils réfléchissent à des façons de la tuer. Et c'est là que la jeune femme se rend compte que la chaleur pourrait faire l'affaire. Omid attrape un chalumeau, retourne au réservoir d'eau et commence à en chauffer les bords, dans l'espoir de l'étourdir suffisamment pour pouvoir sortir le parasite en toute sécurité. Une fois qu'ils estiment que ça a duré assez longtemps, ils ouvrent prudemment le couvercle pour vérifier à l'intérieur. Mais soudain, 3 tentacules lumineux jaillissent de la trappe. Au lieu d'attaquer, ils disparaissent par un trou au fond du réservoir. Et lorsqu'ils regardent en bas, Omid se rend compte que le bateau est déjà en train de couler. Ils se précipitent pour récupérer tout ce qu'ils peuvent, puis recouvrent le pont d'alcool à brûler et mettent le feu à tout le bateau, l'utilisant comme signal de détresse improvisé alors qu'ils montent dans le radeau de sauvetage. La jeune fille passe en premier, mais quand vient le tour d'Omid, il avoue nerveusement qu'il ne sait pas nager avant de commencer à descendre prudemment l'échelle, une marche après l'autre. Juste au moment où il est sur le point d'atteindre le petit pneumatique, il perd soudain l'équilibre et tombe par-dessus bord, se précipitant pour s'agripper au radeau alors que l'eau commence à l'entraîner vers le fond. Elle lui tend la main et essaie de l'aider à monter à bord, mais la créature revient et attrape ses jambes, l'entraînant dans l'abîme sous ses yeux. La jeune fille rassemble alors son courage, enlève son gilet de sauvetage et plonge à sa suite, essayant désespérément de lui sauver la vie. Elle le trouve en train de se battre contre un des tentacules et parvient à l'aider à s'échapper. Mais ce faisant, elle se fait mordre la main. Elle le met en sécurité juste au moment où plusieurs autres tentacules s'apprêtaient à les encercler. Heureusement, la combinaison d'Omid l'a protégé de toute contamination. Et alors qu'il regarde vers l'horizon, il aperçoit un autre bateau qui se dirige vers eux. Il semble être sauvé. Mais Siobhan n'a pas été aussi chanceuse. Elle soulève sa manche et révèle l'horrible morsure sur sa main. Alors qu'il tente désespérément de la sauver, il se met à essayer tout ce qu'il peut pour empêcher l'infection de se propager. Mais la jeune fille sait qu'il est déjà trop tard. Elle se lève, plonge tête la première dans l'eau et nage dans l'obscurité, disparaissant de son champ de vision lorsqu'elle est engloutie par la bête géante et lumineuse. Et ça fait 6 morts, et il reste un seul survivant. Son sacrifice suffit à distraire la créature pendant qu'Omid fait signe à l'autre bateau en agitant les mains au-dessus de sa tête. Et celui-ci change alors de direction et se dirige vers leur navire. Et au final, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il devrait probablement arrêter la pêche et se trouver un autre métier à la place. Sea Fever!
Heureusement pour moi, j'ai jamais été assez longtemps en mer pour avoir la fièvre des mers. Mais des films comme celui-ci et des histoires sur Reddit m'ont en quelque sorte donné une idée de ce que c'est que d'être malade en mer, et je ne souhaite ça à personne, pas même à mon pire ennemi. Bon d'accord, peut-être à mon pire ennemi, mais pas à mes potes, définitivement pas à mes amis ou à ma famille. Mais dites-moi les gars, y a-t-il quelque chose que vous auriez fait différemment dans l'épisode d'aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!